RDI présente Modèle. Bonsoir et bienvenue dans Modèle, l'émission de celles qui inspirent. C'est un secret de Polichinelle, les Burkinabés sont des grands consommateurs d'attiéké, ce produit alimentaire fait à base de manioc et originaire de la Côte d'Ivoire. Justement, celle que nous mettons en lumière ce soir a fait le pari quelques années en arrière de produire et de commercialiser de l'attiéké made in Burkina Faso à travers son label Faso Attiéké. Aujourd'hui, c'est un pari réussi pour Florence Bassonneau, la promotrice, qui fait même partie des femmes entrepreneurs les plus remarquables du Burkina Faso. Notre modèle du jour fait également preuve d'un dévouement manifeste pour l'épanouissement des femmes vulnérables. Florence Bassonneau, l'avocate des femmes démunies, c'est un magnifique portrait de Warren Soulaman et d'Achille Bambara. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la première unité de transformation du manioc en de l'attiéké made in Burkina Faso à travers votre label Faso Attiéké qui est clairement, on va dire, devenu une institution. Créée en 2009, près de 14 ans d'existence, qu'est-ce que ça vous fait de voir cet empire que vous avez bâti et qui tient aussi bien la route, mais aussi qui fait la fierté de tout un peuple? Ça me fait chaud au cœur en fait de voir que cette entreprise qui a commencé vraiment toute petite est aujourd'hui à ce niveau. Mais pour vous dire la vérité, on n'est pas encore arrivé, quoi. On est encore loin d'atteindre nos objectifs, nos ambitions. Mais déjà, quand on voit qu'on a commencé avec 3 emplois et qu'on avait du mal à convaincre la population burkinabé que nous aussi, nous pouvons produire et de l'attiéké de bonne qualité ici. Et ce n'était pas simple, on ne croyait pas. Mais quand on voit aujourd'hui que nous sommes à 73 emplois permanents et on voit l'engouement de la population autour de ce produit localement. Et quand je viens chaque matin et puis je vois la cour qui est animée de femmes et je vois les enfants dans l'arrière-cour qui sont en train de s'amuser dans les crèches, bon, ça, au moins il y a le sentiment d'être utile à la société et ça a toujours été mon rêve d'être avocate des femmes défavorisées. Et quand on va en amont, on voit ces producteurs qui ont cette assurance que quand ils produisent, il y a une entreprise derrière qui récupère et qui savent qu'ils ont un marché stable. Bon, on ne fait que rendre grâce à Dieu. Et personnellement, je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai, j'ai rêvé d'être une femme d'affaires, une grande femme d'affaires entreprenante. Et je ne suis pas encore arrivée, mais je n'avais jamais rêvé de transformer de l'attiéké et je vois que c'est Dieu qui m'a orientée dans ce secteur et il est en train de tenir sa promesse et en train de guider mes pas et je lui suis infiniment reconnaissante. Et quand on vous pose très souvent la question de savoir quel a été le déclic de votre entrée dans la fabrication de l'attiéké, comme réponse, vous dites toujours que c'est parti d'un constat sur les conditions du transport de l'attiéké. Vous parlez même de maltraitance. Racontez-nous ces conditions. Oui, effectivement, il y a une dizaine d'années, au début de l'histoire de Faso Attiéké, j'ai effectué le déplacement et j'ai vu comment l'attiéké était transporté. Mais bien avant, on aimait bien l'attiéké. Et moi-même, quand j'étais étudiante, on mangeait l'attiéké gari. Et bon, il n'était pas donné à n'importe qui d'avoir le bon attiéké. Quand les parents revenaient de l'extérieur, ils nous amènent, on était contents. Et ça m'a touchée quand j'ai effectué ce voyage en 2009. Et j'ai vu que c'était ce produit qui était vraiment aimé par les Burkinabés était transporté dans des conditions vraiment pas du tout hygiénique, on ne se dirait pas que c'est destiné à la consommation humaine. Pour quelqu'un qui a voyagé et qui a vu ça. Donc ça m'a fait chaud au cœur et j'ai dit non, moi je n'allais plus jamais consommer ce produit. Et quand je suis revenue,
Et dans la même période, je suis secrétaire de direction de formation et j'étais menacée de licenciement et je cherchais du travail. Et Dieu a fait grâce que je n'ai pas chômé. Je suis allée dans un service et un soir, quand je descendais, j'ai vu une dame qui tenait de l'attiéké. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la vapeur sur le sachet. Et du coup, j'ai appelé la femme de plus près de moi et j'ai touché. J'ai vu que c'était de l'attiéké chaud. Donc, il y a eu, du coup, une voix qui a retenti en moi qui dit, mais voici l'activité que tu dois mener. Donc, c'est pour vous dire que c'est une vocation. Et j'ai écouté cette voix et je crois à la suite des événements, j'ai compris pourquoi je suis passée par ce service, parce que je n'ai fait qu'un mois. C'était pour découvrir mon idée d'entrepreneuriat, d'entreprise, et j'ai quitté et aller mûrir mon projet avant de démarrer. Donc, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'est parti d'un constat. Il fallait vraiment proposer à la population un produit qui est plus sain, propre à la consommation. Et quoi qu'on dise, il y a de l'engouement autour de l'attiéké. C'est un produit qui est beaucoup aimé, mais ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on doit consommer du n'importe quoi. Donc, la mission de Faso Attiéké, c'est de permettre à la population de manger sain et facilement grâce à la qualité et à l'accessibilité de ce produit, parce qu'il fallait attendre chaque 3 jours pour avoir le bon attiéké qui venait, et à la disponibilité également de ce produit sur place. Et la deuxième mission, ayant grandi en milieu rural, j'ai vécu avec les femmes et j'ai vu les conditions précaires dans lesquelles les femmes vivaient. Et ça m'a touchée et je disais que moi, je veux être avocate pour ma carrière professionnelle et je voulais être avocate de ces femmes défavorisées. Et c'est pour ça, même dans le choix de la filière, j'ai demandé à mon papa que je voulais AB, parce qu'on m'a dit que AB, c'est pour les avocats. Et lui, comme il ne comprenait pas, il est allé, on lui a présenté AB3. C'est pour ça que je me suis retrouvée en AB3 et par fini, j'ai fait le secrétariat. Donc, c'était pour défendre. Et aujourd'hui, je me retrouve, je vois que je me retrouve en train de défendre les femmes en milieu rural. Parce que nous avons 65 femmes qui sont employées. Parce que l'entreprise, c'est vraiment pour autonomiser les femmes. Et vu que l'activité même de l'attiéké était occupée, est toujours occupée par des femmes. Les unités que nous avons au Burkina, c'est des femmes. Mais comme je l'ai dit, elles n'avaient pas le cadre et pas trop les compétences pour nous proposer du bon attiéké. Donc, avec Faso Attiéké, on a dynamisé cette filière qui était émergente au Burkina Faso. Et on va aujourd'hui beaucoup améliorer leur manière de faire l'attiéké pour donner du goût ou donner de l'attrait à ce produit. Vous parlez tantôt de licenciement à l'époque. C'est comme si vous étiez convaincu que votre avenir était ailleurs, car vous disiez dans une interview que durant votre vie de secrétaire, votre patron vous a une fois dit de faire ce que vous aimiez. Ça se sentait à ce point que vous n'aimiez pas votre boulot de l'époque, celui de secrétaire de direction? Pas que je n'aimais pas. C'est vrai que ce qui m'a amené au secrétariat, ce n'est pas l'amour du secrétariat, parce qu'on avait le choix entre la comptabilité. On a fait un tronc commun, on avait le choix entre la comptabilité et le secrétariat. Et quand tu avais 12 moyennes, tu pouvais choisir toi-même. Mais c'est au-delà, moins de 12 moyennes, qu'on t'imposait secrétariat ou bien comptabilité. Donc, quand je demandais les conseils, beaucoup disaient « Ah non, il ne faut pas aller en secrétariat parce que la secrétaire, c'est la maîtresse de son patron. » Bon, du coup, c'est ça qui m'a amené en secrétariat, parce que moi, je suis rentrée en secrétariat et j'attendais le patron qui allait me faire la cour. Et Dieu faisant grâce, même pas un collègue ne m'a même pas fait la cour, n'en parlons pas d'un patron. Donc, c'est pour montrer, là aussi je suis allée, c'était un défi que je voulais lancer, et pour dire aux femmes, aux filles, que ce n'est pas parce qu'on est secrétaire qu'on doit se laisser, il faut se faire respecter en fait, dans l'emploi. Donc, quand tu es compétent, quand tu es rentré par la grande porte, personne ne peut
les abus sexuels de consort, là, ça sera difficile en fait. Donc, c'était un message en fait. Donc, je ne suis pas rentrée là-bas parce que je mets le métier de secrétaire, mais j'ai appris à aimer ce que je fais. Donc, du moment où je suis rentrée au secrétariat, je faisais bien mon travail avec amour et les collègues peuvent témoigner, les anciens collègues peuvent témoigner. Souvent, je sacrifiais même mes jours fériés pour aller rattraper des choses, pour aller faire avancer le travail. Mais pendant que j'étais secrétaire, j'ai entrepris. C'est en 2010 que j'ai commencé l'activité. Parce que la fibre entrepreneuriale était déjà en moi depuis toute petite. Donc, le patron, il m'a juste observé. Et je sais que c'est lors d'un mariage d'un collègue, on est parti et il était assis, il m'observait. Et c'est là, il m'a demandé, mais Florence, on sent la femme d'affaires en elle. Pourquoi tu ne fais pas ce que tu aimes? Bon, c'est resté aussi dans ma tête. Mais il ne savait pas, c'est que depuis toujours, je voulais démissionner. C'est mon mari qui s'est plaint, qui dit, mais arrête ton nomade professionnel. Arrête d'être nomade, parce que à chaque fois, je terminais difficilement l'année dans une entreprise parce que je voulais faire quelque chose de neuf et la monotonie, je n'aimais pas trop. Donc, d'où est-ce que vous l'attirez, cette fibre entrepreneuriale? C'est de mes parents, bien sûr, parce que ma maman est issue d'une famille de commerçants. Mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, c'était de grands commerçants. Et ma maman nous a entraînés, principalement moi, j'ai été formée par elle. Depuis toute petite, je vendais l'eau, je vendais les toffees en classe de CP jusqu'à l'université, même à l'université. Et même quand j'étais au collège, quand je viens pendant les vacances, je vendais le maïs brisé, le samsa, les beignets, les galettes. Pendant la période, on vend, mais on nous réglementait. Le soir, quand on vendait, le papa nous disait à 18 h, il faut être à la maison. On était aussi très obéissants. Obéissantes, ma petite sœur et moi, on sortait, on vend et on s'arrange pour être à la maison, fini de vendre et on est à la maison à 18 h comme le papa a recommandé. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il fallait désobéir aux parents, mais on entreprenait. Donc la maman nous encourageait beaucoup et même à l'université pour pouvoir compléter ce que les parents nous donnaient. Parce que entre-temps, c'était seul le salaire de ma maman qui devait nourrir la famille parce que le papa était en disponibilité et pour sa formation pastorale et il n'avait pas fait de rappel. J'étais consciente de ça. Donc, tout ce qu'on nous donnait, ce qu'on me donnait, je me contentais de ça. Et comme il y avait cette fierté, ce défi de rester moi-même, de ne pas vivre aux dépens des garçons, parce que je vivais avec des filles, je voyais comment les filles aussi vivaient, comment on appelle, c'est les garçons qui les faisaient vivre. Et moi, je ne voulais pas qu'un garçon vienne dire que non, on a fini avec elle. Donc, avec le peu que les parents me donnaient, je vendais des choses pour pouvoir compléter le revenu que j'avais des parents. Et même quand j'ai commencé à travailler, au début, le salaire n'était pas ça. Il fallait que je travaille pour arrondir, aider mon mari pour que nous puissions gérer les charges de la famille. D'accord. Vous revendiquez incessamment être l'avocate des femmes vulnérables. Vous en aviez d'ailleurs permis l'épanouissement de beaucoup d'entre elles en leur offrant du travail. Pourquoi porter une telle casquette? Est-ce qu'il y a un vécu derrière cela? Oui, comme je l'avais dit, j'ai vécu en milieu rural avec des parents enseignants. Donc, on a beaucoup fait le village. Et comme les parents, ils étaient vraiment sociaux, donc on vivait au milieu de ces femmes. Et je vous dis qu'une fois, j'ai vu une femme qui était maltraitée par son mari. Elle avait le panari. Son mari était fonctionnaire, mais elle ne travaillait pas. Elle avait le panari. Mais avec le panari, elle était obligée de laver les habits du monsieur pendant que le monsieur était allongé sur sa table. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Mais j'ai dit, mais c'est parce que
la femme, elle dépend à 100% de son mari. Si elle travaillait quand même, il allait avoir un respect, un minimum de respect. Donc, je me dis que c'est parce qu'elle ne travaille pas qu'on la fait souffrir. Et il y avait d'autres femmes, elles ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Donc, moi, j'ai tiré la conclusion, c'est parce qu'elles ne sont pas autonomes qu'on ne les considère pas. Donc, j'ai dit, je vais travailler à autonomiser ces femmes-là pour qu'elles puissent être respectées dans la société. Donc, on ne peut pas autonomiser une femme si elle n'a pas de revenus, elle-même ses propres revenus. Et je prends l'exemple, je réalise souvent, quand une femme elle est là, elle ne travaille pas, elle n'a pas de source de revenus. Quand je sensibilise les femmes au village, je dis, mais si un jour ton enfant tombe malade, elle est dans une situation grave, tu ne travailles pas. Il faut attendre que ton mari, s'il est sorti, soit s'il est dans les cabarets, ou bien s'il est allé travailler, il faut attendre que le mari arrive pour que toi, tu puisses envoyer ton enfant à l'hôpital. Tu peux ne pas avoir la chance. Et le temps que le mari arrive, l'enfant peut partir. Mais si tu avais le minimum avec toi, tu peux déjà amener l'enfant à l'hôpital, commencer les soins avant que le mari ne vienne en renfort. Donc, il fallait vraiment aider ces femmes-là. C'est pour ça que, avec la coopérative CTP Yaoundé, qui regroupe 400 femmes en milieu rural et périurbain, et Faso Attiéké, qui travaille selon la vision de CTP Yaoundé, qui est d'autonomiser les femmes en leur permettant d'avoir des AGR, seuls les AGR, et puis la sensibilisation pour leur permettre d'être conscientes de tout ce qui est pesanteur sociaux et de tout ce qui est stéréotype qui les retiennent dans leur coquille. Donc, ces sensibilisations et puis les activités génératrices de revenus, c'est ça qui va leur permettre de se faire respecter. À présent, nous sommes en 2019 en Côte d'Ivoire à l'occasion du SARA, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire, où Faso Attiéké se voit attribuer le prix Pierre Castel qui récompense le meilleur jeune entrepreneur. Et là, tout s'enchaîne. C'est, on va dire, la concrétisation pour Faso Attiéké. Oui, il faut dire que 2019 a été un nouveau départ pour Faso Attiéké et je voudrais encore rendre grâce à Dieu pour cela parce que Dieu a permis en 2019, à travers ce prix Pierre Castel, que Faso Attiéké soit connu partout dans le monde. Et je me rappelle quand je faisais le pitch, on m'a posé la question, on dit, mais Faso Attiéké a un gros projet de 1,5 milliard. Et le prix Pierre Castel, ce n'est que 10 millions. Est-ce que je ne perds pas mon temps? Pourquoi venir postuler? Je dis, ce n'est pas les 10 millions que je cherche, c'est la visibilité autour de ce prix que je cherche. Et Dieu a fait grâce, Dieu a répondu à ma prière et vraiment, il y a eu vraiment la visibilité. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Faso Attiéké et ils sont venus, ils ont testé et ils sont restés. Donc, c'était vraiment un nouveau départ. C'est vrai qu'on existait depuis 2017 et avec les appuis des partenaires, on a franchi des étapes et 2019 a été encore un nouveau départ pour nous et je pense que 2024 va être encore un deuxième départ pour nous permettre et un autre départ pour nous permettre de passer vraiment à l'échelle. Cette distinction n'a pas été du goût de tout le monde, en l'occurrence des Ivoiriens qui revendiquent l'origine de la marque Attiéké comme leur appartenant. Comment d'abord avez-vous réagi? L'avez-vous considéré comme une sorte de xénophobie? Mais avant, on va vous montrer une vidéo et vous allez nous donner vos réponses. Le Maroc plus en Côte d'Ivoire. Maintenant, on ne comprend pas aujourd'hui. Les gens se lèvent au Burkina sous prétexte qu'eux, c'est eux qui ont créé Attiéké. En train de faire qu'ils ont fait de ça un label. Le manioc que je vais pousser dans les terrains arides, dans les terres où il ne pleut pas, le manioc pousse en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez réagi? Je sais que ce n'était pas le seul message, il y avait plusieurs messages à l'époque qui ont inondé la toile. Comment est-ce que vous avez réagi?
En son temps, je l'ai dit, hein, là n'est pas mon combat. Moi, j'ai une mission, c'est d'autonomiser les femmes. Et bon, on dit le manioc ne pousse pas en Côte d'Ivoire. C'est ceux qui ne connaissent pas le Burkina qui vont dire que le manioc ne pousse pas en Côte d'Ivoire. On est d'accord, le Burkina ne bénéficie pas tellement des faveurs climatiques comme les pays côtiers. Et ça, c'est normal. Maintenant, le manioc, c'est une culture universelle qui pousse partout. Il suffit qu'on le mette dans des conditions nécessaires. Nous avons la grâce de Dieu, nous avons une bonne nappe. On peut faire des forages et puis irriguer le manioc. Quand nous sommes allés au tout début, quand on a commencé Faso Attiéké, et en 2012, on est parti dans un champ, dans le Boulkiemdé, c'est même pas à l'ouest, au sud-ouest, à l'est. C'est dans le centre-ouest nous sommes partis. Dans un champ, nous avons déterré un pied de manioc et le pied de manioc faisait 10 kilos. Et le deuxième pied faisait 12 kilos et demi. Donc, ce producteur, il arrosait son manioc et c'est pour ça qu'il pouvait avoir ce rendement. Donc, naturellement, quand le manioc il est arrosé, quand le manioc il a tous les nutriments dont il a besoin, et nous avons la grâce de Dieu, nous avons aussi un sous-sol qui est riche. Donc, c'est l'eau qui nous manque et il y a des systèmes d'irrigation dont le manioc pousse partout au Burkina. Votre époux, M. Bassono, a été d'un grand soutien dans votre ascension et il est toujours. Comment avez-vous créé ensemble cet équilibre dans votre relation? Oui, je reconnais et je confirme que mon époux est vraiment d'un grand soutien dès le départ. Et il m'a accompagné, il a cru au projet et il s'est donné vraiment pour m'accompagner à réaliser vraiment ce projet, ce rêve qui me tenait à cœur. Donc, et pour l'équilibre, c'est vrai, une femme, j'aime dire, une femme a 3 rôles à jouer, pas comme le monsieur. Et il y a le rôle de mère, le rôle d'époux et d'épouse, mère, épouse, il y a le rôle social, il y a le rôle professionnel. Donc, c'est même 4 rôles que nous avons à jouer. Mais il y a des maris comme le mien qui accompagnent les femmes dans ces différents rôles. Quand moi, je suis dans les missions, je suis en milieu rural avec les producteurs, mon mari fait l'effort de rentrer tôt parce qu'on a des enfants qu'il faut encadrer. Donc, il rentre et puis il assume correctement. Même quand je suis là, il est très attaché aux enfants, il nous aide. Et même les différentes activités, il m'accompagne beaucoup. Florence Bassono, un parcours exemplaire qui inspire, mais aussi qui s'inspire elle aussi de quelqu'un ou de quelque chose. D'où vous l'attirez votre source d'inspiration? Moi, ma première source d'inspiration, c'est vraiment Jésus. Hein. Donc, et déjà, quand il était là, on voit, c'était le Fils de Dieu, bien sûr, mais il était charpentier, il aidait son papa. Et il y a aussi, c'est beaucoup plus dans la Bible. Nous avons vu Joseph. Et Joseph qui a été rejeté par ses frères. Et Dieu a permis qu'il soit rejeté par ses frères. Et il a été le sauveur de ses frères, même qui l'ont rejeté. Et Joseph, quand il a été, comment on appelle ça, quand il a été employé de maison, dans la maison de Potiphar, il a travaillé de tout son cœur. C'est injustement il s'est retrouvé là. Il n'a rien fait de mauvais, mais il a aimé son travail et il a fait de tout son cœur et il a fait prospérer la maison de Potiphar. Donc, la leçon que j'ai tirée, tout ce que nous faisons, faisons-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour un homme. Et dans la vie courante, nous avons au Burkina Faso, nous avons comment on appelle, Adja Venegda, qui est son exemple que j'aime citer beaucoup pour sensibiliser les dames. Elle a commencé en vendant, selon ce que j'ai appris de son histoire, elle a commencé en vendant de la bouillie au marché. Et voilà qu'elle est devenue une grande femme entrepreneur. Donc, elle n'a pas fait école, mais
elle a prospéré et elle emploie des gens, des grands diplômés. Kanazoué également, je me suis inspirée et effectivement de Kanazoué qui n'a pas fait école mais qui a réussi. Donc c'est pour dire les femmes que j'accompagne, elles n'ont pas fait l'école, elles peuvent réussir. Parce que souvent elles disent que c'est parce que nous avons fait l'école. Et il y a Ebomaf, il y a Coris Bank que je regarde, je suis beaucoup leurs activités, je m'inspire beaucoup de ces personnes-là. Sinon, il y en a plein, j'écoute des histoires, que ce soit sur le plan national, sur le plan international, et je vois comment ils ont surmonté certaines activités et ça m'inspire également. Mais la première inspiration vient de Jésus, de la Bible. Parce que quand j'ai même une difficulté, mes genoux à terre et il gère tout. Quel est votre message à toutes ces femmes et ces jeunes filles qui nous regardent en ce moment? À toutes les femmes et à toutes les jeunes filles qui me regardent actuellement, je voudrais dire, nous avons du potentiel. Il nous suffit juste de sortir de notre zone de confort, de nous débarrasser de tout ce qui est stéréotype, de tout ce qui est pesanteurs sociaux et de tout ce qu'on nous a enseigné qui nous dévalorise et mettons-nous en valeur. Et quand je dis de nous mettre en valeur, ce n'est pas dans l'apparence, ce n'est pas dans l'habillement, ce n'est pas dans la coiffure, mais c'est notre cerveau que nous devons activer pour pouvoir contribuer efficacement. Nous avons un grand rôle à jouer et le développement de la communauté se repose sur nous. Tous les pays qui ont placé la femme en première position sont aujourd'hui développés. Donc, nous qui avons des valeurs culturelles très importantes et très bien, si on ajoute à l'intellectuel, on sera loin devant les autres pays qui nous ont dévancés dans le développement. Donc ne nous contentons pas de ce que nous avons. Cherchons à aller plus loin. Cherchons à aller de progrès, en foi, en amour et en travail. Et je dis, même si tu fais des beignets, il faut que tu travailles en comptant bien sûr sur Dieu à être la meilleure dans l'activité où tu es. L'histoire de notre modèle du jour, Florence Bassonneau, nous invite à être persévérants et avoir de la foi dans toutes nos entreprises. Ainsi s'achève ce numéro de modèle qui, j'espère, vous aura édifié. Je vous dis à très vite pour un autre numéro avec une autre femme au parcours inspirant.